Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition du journal. Retour sur le drame du lac Toro à Atiémé. Après la mort des milliers de poissons, quel est l'état des lieux? Les détails dans ce journal. À suivre également dans ce journal les résultats de l'enquête commanditée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche pour expliquer ce qui s'est réellement passé sur le lac Toro. Et puis rompre le jeûne sans nuire à sa santé, c'est bien possible. Il y a des prescriptions en la matière. Jeûne et santé des fidèles, c'est un reportage que la rédaction vous propose. Vous le savez sûrement déjà, des milliers de poissons sont morts dans le lac Toro, dans la commune d'Atiémé. Un drame non seulement écologique, mais surtout économique, dans une ville dominée par la pêche et la pisciculture. Quelques jours après le drame, nous avons dépêché une équipe qui s'est rendue sur le terrain pour faire un état des lieux. Heureuse d'annoncer. Au lendemain de la fête de Novicha, il nous a été donné de constater que des individus mal intentionnés auraient déversé un produit toxique dans le lac Toro. Des tonnes de poissons empoisonnés. Le département du Mono est frappé par un drame. Vu l'aspect des filets et vu que les poissons sont morts de mort subite, c'est qu'il y a intoxication. On a leviné 41 000. Avec les taux de mortalité, on était à environ 40 000, avec un poids moyen de 200 grammes. Donc ça nous donne environ 8 tonnes et plus en ce qui concerne nos pertes. Parce qu'on a tout perdu. Au moins les poissons du lac avaient le temps de fuir. Nos poissons sont dans les poches, ils ne peuvent rien faire que de rester là. Même s'ils ont envie de partir, ils ne peuvent pas partir. Donc du coup, on a tout perdu. C'est un crime. Moi, je dis que ce qui s'est passé, c'est un crime. Et ce côté pénal, on doit rechercher et la force va rester à la loi pour punir avec la dernière vigueur ceux qui ont fait ça. Tel un poison violent, la solution déversée dans le lac Toro a coûté la vie à presque toutes les espèces halieutiques se trouvant dans le lac. Le phénomène a commencé depuis la berge de Penou. C'est les pêcheurs même qui ont constaté que l'eau a changé de couleur. Là où il y a des touffes, comme des touffes sur le lac, là, c'était là-bas. C'est arrivé jusque là-bas. Les poissons sont morts. Et ça se débattait quand ça s'est apaisé. Ils sont revenus à la surface, morts. Et on a ramassé. L'origine du drame reste encore inconnue. Un paysan voulant peut-être sauvegarder sa culture a malencontreusement envoyé un produit qui est rentré dans le lac et qui peut-être a nuit aux choses là, aux espèces halieutiques. On m'aurait dit que le jour où le génie militaire était arrivé pour creuser les fosses devant accueillir ces poissons-là, il y avait quelques jeunes qui disaient que nous allons encore revenir sur les lieux d'ici à là. Quand j'ai eu l'information, j'ai dit qu'on peut commencer les enquêtes là, à partir de là, que ça peut être des indices. Le promoteur de la ferme de production aquaculture ne s'en revient toujours pas. Il a tout perdu. Abattu, je suis à terre parce que, vous voyez, j'ai pensé à une reconversion, puisque je suis électronicien de formation. J'ai pensé à une reconversion, depuis 3 ans je suis ici. Et quand tu gagnes un peu, tu investis tout. Et puis, bon, du jour au lendemain, ça t'arrive, c'est que bon. Et on n'a pas les mots. Le samedi, dimanche, lundi, quand les gens s'agglutinaient, les pêcheurs s'agglutinaient quelque part, ça veut dire qu'il y a des poissons qui sont sortis de l'eau, des poissons morts. Et eux autres, ils pensent que c'est un don de Dieu. Donc qu'il faut en profiter. Ces poissons morts sortis du lac sont aussitôt achetés, fumés par les bonnes dames et mis en vente.
Il faut dire qu'une fois sur le lieu du drame, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche a instruit le directeur du Laboratoire national pour la sécurité sanitaire des aliments pour une analyse en vue de déceler la cause de la mort de tous ces poissons. Les résultats issus de l'analyse sont tombés hier mardi. Suivez cet extrait pour plus de détails. On n'a pas trouvé de présence de médicaments vétérinaires ni de pesticides dans l'eau du lac, ni dans les poissons, ni dans les sédiments. Donc, l'hypothèse d'une contamination des eaux du lac par une quelconque famille de pesticides ou de médicaments vétérinaires est donc à exclure. On peut déjà soupçonner que soit il y a un phénomène endogène au lac lui-même, qui pourrait expliquer la présence peut-être du toxique dans l'eau qui a provoqué un étouffement ou bien une mort massive de tous les poissons. Et parmi les causes endogènes, on peut soit, c'est le phénomène bien connu, on sait que le lac se trouve dans une zone qu'on appelle la dépression de la Lama. Et dans cette dépression, il y a parfois des endroits où il y a affleurement des eaux, disons, souterraines. Il se pourrait que le lac soit peut-être dans une zone, probablement, où il y a contact entre les eaux souterraines et les eaux de surface. Et lorsque vous savez que ces eaux de surface et les eaux souterraines n'ont pas souvent le même type de composition, il peut y avoir d'autres phénomènes, il peut y avoir d'autres compositions, d'autres composés chimiques. Lorsqu'il y a remontée peut-être de ces eaux souterraines vers les eaux de surface, quand il y a contact, il peut y avoir apport de composés et souvent, ces apports sont souvent en forte concentration. Ce qui vient souvent de sous terre est souvent en très forte concentration et lorsque ça vient au contact de l'eau, l'effet de dilution est tel que ça ne peut pas absorber tout. Donc ça pourrait expliquer, je dis toujours, c'est des hypothèses qu'on va chercher à vérifier dans les jours à venir. Donc il serait aussi intéressant, au regard du phénomène qui vient de se passer, de mettre le lac sous surveillance. Je suppose par exemple si, disons, si le lac était sous une surveillance appropriée, on aurait pu voir le phénomène venir progressivement avec les premières analyses, soit même des mesures, même de température. Ça aurait pu permettre de savoir que, attention, à un moment donné, la température de l'eau a changé. Si l'hypothèse, par exemple, de contact des eaux de surface avec les eaux, disons, souterraines est une hypothèse vérifiée, on pourrait à un moment donné constater que la température de l'eau du lac a commencé par changer. Et ça pourrait donner des pistes. Savoir, attention, il y a un phénomène souterrain qui se passe. Et puis, nous sommes dans le mois de Ramadan, 2 semaines déjà que les fidèles musulmans sacrifient au 4e pilier de l'islam qu'est le jeûne. Avant le lever et ce jusqu'au coucher du soleil, ils ne doivent ni boire ni manger. Mais alors, quelle est la conduite à tenir à l'heure de la rupture? La réponse dans ce reportage de Christian Devoshi et Sylvania Tchanou. Jeûner pour la santé, voilà ce que recommande l'islam. Le fidèle musulman est appelé à manger et à boire du coucher au lever du soleil. Un jeûne diurne qui dure 13 à 14 heures par jour. Après ce long moment de jeûne, parce qu'on peut tomber dans un état de glycémie très faible, voyez, on rend le jeûne avec des fruits qui sont légèrement sucrés de manière naturelle. Consommer le fruit sucré naturel permet donc de remonter le taux de glycémie à la normale. Cependant, à la rupture du jeûne, la consommation immédiate de certains produits est déconseillée. Du genre Coca-Cola, Fanta ou Malta, ça c'est extrêmement dangereux. Par notre expérience, vous savez, lorsque vous observez ce long moment de jeûne et que le soir, par exemple, vous allez avaler une boisson gazeuse de ce genre, vous pouvez piquer une diarrhée très grave et même quelle que soit la température, il y en a qui vont prendre très fraîche parce qu'ils ont une sensation de soif et ils vont se jeter sur ces genres de boissons pour étancher leur soif. Non, ça c'est à déconseiller fortement. Qu'on prenne aussi, pourquoi pas, un peu de boisson chaude. Vous prenez un peu d'eau chaude là avec du thé, pourquoi pas, on peut le faire, mais toujours en maîtrisant son taux de sucre. Le fidèle musulman atteint d'un dysfonctionnement physiologique n'est pas autorisé à jeûner. Toutefois, certains, en complicité avec le médecin traitant, sacrifient à leur devoir de jeûneur. Elles sont déjà excusées pour cause de maladie. Le soir, il faut éviter, par exemple, de prendre des aliments sucrés, très sucrés.
parce que ça risque de faire monter leur glycémie de manière draconienne. À l'heure du repas, il est important d'avoir une alimentation équilibrée avec des mélanges sains. On a dit 5 fruits et légumes par jour. Au moins, il faut qu'il y ait 3 fruits dans ce mélange-là, d'accord, et des légumes. Donc, une portion, ça équivaut environ à 120 grammes, par exemple. Donc, ça, pour vous donner une idée sur les chiffres. Donc, on peut manger plusieurs fruits. Pourquoi pas? Il n'y a pas de problème. Maintenant, ce qu'il faut éviter, c'est une surcharge, c'est-à-dire manger trop, éviter trop de sucre, moins salé, moins sucré, moins gras. Donc éviter les graisses, surtout dans son alimentation, les graisses animales, et préférer les graisses, les lipides, les huiles qui sont riches en oméga 3 par exemple. Voilà l'essentiel à mettre en pratique par le fidèle musulman afin de garder tous les bienfaits du jeûne. On prend à présent la direction de la France. Assurance maladie, retraite, impôts, carte grise, tout ou presque se fait de manière numérique en France. Cette dématérialisation qui s'accélère laisse sur le bord les personnes du troisième âge peu familières à l'outil informatique. En Aquitaine, une région française, un bus numérique pionnier tente de ramasser ces oubliés de la technologie pour les mettre au pas. Le reportage de nos confrères de l'AFP. À Villandreau, petite commune rurale du Sauternais, un bus fait escale pour la journée. Son but, ramasser les seniors égarés sur le bord de la route du numérique. Jeunes retraités ou octogénaires avancés, ils veulent apprendre les bases ou se perfectionner pour ne pas être mis à l'écart d'une société de plus en plus dépendante des ordinateurs. Tout, EDF, impôts, il faut tout faire sur Internet. Alors bientôt on n'aura plus de papier. Alors il faut bien essayer de nettoyer. Essayer de prendre le virage d'Internet avant d'être définitivement laissé de côté. Pour certains seniors, c'est un casse-tête, voire une source d'angoisse. 45% des visiteurs ne possèdent pas d'adresse mail avant de venir ici, mais ils n'ont pas le choix. De plus en plus de démarches administratives sont aujourd'hui totalement dématérialisées. Je comprends qu'il faut s'adapter, mais j'avoue quand même que quand il faut jardiner dans le jardin, je suis tellement plus à l'aise. Lancé fin 2016, le bus numérique entame sa deuxième saison en Nouvelle-Aquitaine. À ce jour, plus de 2500 personnes ont pu bénéficier gratuitement de l'aide des intervenants le temps d'une journée. Leur première mission, démystifier l'outil informatique. Ces personnes, plus on avance, plus on crée une exclusion parce que tout devient dématérialisé. Et ces personnes-là n'ont pas les moyens, d'une part financiers, et ne sont pas formés pour pouvoir accéder au numérique, accéder à tout ce qu'on leur demande, comme les impôts, comme la CPM, comme les caisses de retraite. Financé en partie par la Caisse d'assurance retraite d'Aquitaine, le bus traversera 200 villages-étapes. Un autre bus numérique sillonne depuis cette année la région centre, mais pour indiquer la fracture numérique au mieux, il faudrait des émules dans toutes les régions françaises. Fin de cette édition, merci de l'avoir suivi et à demain pour un nouveau journal.